Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la prévention des risques psychosociaux. Donc, je suis Carole Podimski de la société CEGAP. Je suis accompagnée par Marie-Odile Gauteron, que vous voyez à l'écran. Il y a une petite faute sur son nom. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire sur la prévention des risques psychosociaux, organisé par CEGAP et la CNRACL du FNP, donc une gestion du groupe des caisses des dépôts. L'idée de ce webinaire, c'est, voilà, le maître mot, on va dire, de ce webinaire, c'est de savoir où vous en êtes par rapport à cette thématique des risques psychosociaux. Et le maître mot, ça va être vraiment de vous donner envie d'initier, d'oser une démarche, puisque on souhaite savoir, voilà, si vous êtes plutôt aujourd'hui en attente, c'est-à-dire que votre établissement agit plutôt en réaction quand il y a une problématique, en réflexion, c'est-à-dire que vous êtes déjà en réflexion sur ce sujet depuis un certain temps, mais vous n'avez pas forcément initié encore vraiment quelque chose ou alors quelques petites actions. Ou est-ce qu'au contraire, voilà, vous avez un management qui est sensibilisé, qui a une démarche qui a été clairement initiée. Et puis tout en haut de notre flèche, YUPI, la prévention des risques psychosociaux est complètement intégrée au quotidien. Et donc, effectivement, c'est une valeur qui est partagée par tous. Voilà, donc aujourd'hui, si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous êtes plutôt dans les deux premières situations. Et donc, notre souhait, c'est de vous dire, en 2021, osons avec entrain. Et on accompagne ce titre de cette citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors, pour ce webinaire, je suis accompagnée par Marie-Odile Gauteron, il y a une petite faute sur son nom, qui est donc consultante psychologue du travail au sein de la société CEGAP. Oui, si tu veux juste dire, c'est vrai que tu as déjà salué tout à l'heure. Et donc, moi, je suis Carole Podimski, consultante qualité de vie au travail au sein de la société CEGAP également. Et nous sommes accompagnés par Éric Gilleron, qui est chargé de développement prévention des risques professionnels au FNP. Et je vais te laisser, Éric, dont vous ne le voyez pas, mais il est avec nous, présenter en quelques mots, si tu veux bien, le FNP. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, voilà, je suis l'invité fantôme sans image. Veuillez m'en excuser. Le Fonds national de prévention, le FNP, c'est Fonds national de prévention. Comme ça a été mentionné par Carole à l'instant, donc c'est une émanation de la CNRACL que vous connaissez tous bien, et je le rappelle, qui est sous gestion, sous mandat par la Caisse des dépôts. Le Fonds national de prévention a été institué par la loi en 2001, il est opérationnel depuis 2004 et il a 3 missions essentielles. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais la première de ces missions, c'est d'établir des statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Ce n'est pas l'objet de cette conférence, donc je ne rentre pas trop dans le détail là-dessus. De financer des actions sous forme de subventions en faveur des employeurs territoriaux et hospitaliers, financer des actions de prévention des risques professionnels. C'est un modèle original, donc on est inclus dans un régime de retraite, mais on a cette mission très spécifique d'accompagnement des employeurs en prévention des risques professionnels. Et enfin, notre troisième grande mission, c'est d'établir des recommandations en matière de prévention, recommandations qui s'appuient à la fois sur le fruit de notre expérience de terrain dans l'accompagnement des collectivités et puis un certain nombre de partenariats au niveau national en particulier. Voilà. Juste une petite information d'actualité. Je vous sensibilise au fait que vous allez recevoir vers fin septembre une enquête. Quand je dis vous, c'est les employeurs CNRACL. Une enquête sur vos besoins justement d'accompagnement en matière de prévention des risques professionnels. Ce sera par un mailing, par mail que vous recevrez ça. Merci par avance d'y répondre. Voilà. Parfait. Merci.
Alors, concernant le sommaire, donc quelle grande partie, une introduction pour présenter, situer le sujet avec le cadre réglementaire, des définitions, quelques idées reçues sur le sujet. On fera un petit point sur l'impact de la crise sanitaire, évidemment, sur les risques psychosociaux. Ensuite, Marie-Odile nous parlera d'agir effectivement, comment oser, donc toujours initier une démarche, et elle nous présentera des actions pratiques et simples qui peuvent être mises en place au quotidien. Et enfin, on parlera en quatrième partie du panorama des ressources documentaires qui est à votre disposition, et Eric reviendra également sur l'accompagnement CNRACL qu'il est possible de mettre en place. Alors, en guise d'introduction, voilà, simplement, donc, depuis une vingtaine d'années, il est évident que le stress, plus largement les risques psychosociaux, sont progressivement apparus comme des sujets majeurs de la vie au travail, dans les entreprises, mais bien sûr, mais dans les collectivités, les administrations également. Il est évident que les acteurs de la fonction publique ont eu vraiment une prise de conscience et une connaissance des enjeux de la santé mentale et des liens qui peuvent avoir lieu avec le travail. Tout ça a beaucoup progressé, notamment depuis, on va dire, 2013, qui est la date de l'accord cadre de la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique. Et donc, avant d'entamer le sujet, l'idée, c'est de savoir effectivement de bien cibler de quoi on parle, et ça va être l'objet de cette première partie. Donc, le terme, tout d'abord, la définition du terme. Le terme psychosocial, pourquoi? Parce que les risques psychosociaux sont finalement à l'interface entre l'individu, donc le psycho, et sa situation de travail, le contact avec les autres, l'encadrement, les collègues, etc., c'est-à-dire ce qu'on appelle le social. Ça, c'est pour la définition, le terme. Le cadre réglementaire, sans rentrer trop dans le détail, on peut dire qu'il n'y a pas de définition légale des risques psychosociaux. Donc, pas de définition légale, ça veut dire que vous ne trouverez pas dans le Code du travail ou dans un texte réglementaire une définition légale. Et par contre, ce qui est réglementaire obligatoire, c'est l'obligation pour l'employeur privé ou public de protéger la santé physique et mentale, avec l'article donc du Code du travail qui s'affiche à l'écran. On a ensuite quelques éléments spécifiques à la fonction publique dans la loi de 83 sur les discriminations, sur le harcèlement sexuel, sur le harcèlement moral. Et puis surtout, on a des accords, je le citais tout à l'heure, notamment l'accord cadre du 22 octobre 2013 qui est spécifique à la fonction publique, qui avait pour objectif de développer une démarche de diagnostic et de prévention. Diagnostic qui a été plutôt effectivement bien atteint, puisqu'il y a eu pas mal de démarches de diagnostic qui ont été initiées à partir de cette période-là, diagnostic souvent d'ailleurs plutôt pertinent. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de se dire que grâce à Michel Golac, qui est un statisticien et un sociologue très reconnu dans le milieu des conditions de travail, on a une définition quand même qui fait consensus sur les risques psychosociaux et qui est la suivante. Donc, les risques psychosociaux sont définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels qui sont susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Dernière petite chose en introduction, effectivement, pour savoir de quoi on parle, puisque quand on débute en fait sur cette thématique des risques psychosociaux, il peut être des fois un petit peu compliqué parce que vous allez entendre parler de risques psychosociaux, de troubles psychosociaux, de facteurs de risque. Alors, les risques psychosociaux, ça va être par exemple le stress, les violences externes, les violences internes. De ces risques psychosociaux vont en fait découler des troubles psychosociaux, comme par exemple le trouble du sommeil, les troubles cardiovasculaires, le burn-out, qui est un trouble psychosocial. Les troubles, si le stress n'est pas facilement ni observable ni mesurable, les troubles peuvent l'être. Quand vous avez des troubles du sommeil, vous pouvez le mesurer, vous pouvez effectivement l'identifier. Et
à l'origine de ces risques psychosociaux, on va avoir des facteurs de risque, d'accord? Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est simple, hein, les facteurs sont à l'origine des risques psychosociaux, les troubles, c'est ceux qui résultent des risques psychosociaux, et on a l'habitude d'identifier ces facteurs de risque sous 6 grandes familles, qui sont l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie, trop ou pas assez, hein, d'ailleurs, selon les situations, les relations professionnelles, l'insécurité des situations de travail et les conflits de valeurs. Et donc, dans ces facteurs de risque, j'ai marqué entre parenthèses aussi, effectivement, ça peut être des facteurs de ressources. Si je prends les relations professionnelles, si elles sont dégradées, c'est un facteur de risque. Si elles sont bonnes, très bonnes, c'est un facteur de ressources, de protection de l'agent hein, face à sa situation. Et Marie-Odile, d'ailleurs, je pense, reviendra sur ce sujet-là un petit peu plus loin. Oui, tout à fait. Carole, est-ce qu'il y existe des spécificités pour les acteurs publics par rapport à ces facteurs de risque? Oui, alors, oui, tout à fait, Marie-Odile. Ce qu'on peut effectivement dire en premier lieu, c'est qu'il y a eu une transformation profonde du monde du travail hein, depuis une vingtaine d'années, voire même peut-être une trentaine d'années. Mais c'est notamment vrai au niveau des services publics en particulier. Dans le service public, on peut effectivement considérer que toutes les composantes du changement ont été en fait activées en même temps, hein, que ce soit le changement technique, des changements organisationnels, des changements managériaux. Bon, je vais développer rapidement. Changement technique, on pense évidemment au développement du numérique, au développement des services à distance hein, des usagers, qui a mis les usagers à distance. Puis, côté organisationnel, on pense aux modifications des périmètres des services et de leurs missions, aux fusions, communautés de communes, etc. Et puis, un changement managérial, notamment le développement d'une culture du résultat, avec des transpositions de normes qui sont issues du secteur privé, qui se sont invitées dans la sphère publique. Et tout ceci dans un contexte général d'évolution des attentes et des représentations des usagers vis-à-vis de la fonction publique. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que le premier, effectivement, changement que je peux, spécificité des risques psychosociaux que je peux identifier, je l'ai formulé ainsi, c'est tout ce qui concerne la mutation du service public, les réformes récurrentes, les changements réguliers, les instabilités politiques, etc. Un deuxième point, ça serait tout ce qui est intensification du travail et travail dans l'urgence, avec souvent accompagné du sentiment de ne pas pouvoir faire son travail correctement, qui est très pesant pour les agents de la fonction publique. Spécifique à la fonction publique, non, parce qu'évidemment, il existe dans le privé, mais particulièrement présent, en tout cas, dans la fonction publique. En troisième point, la perte de sens, les conflits éthiques, les dilemmes. Perte de sens, on pense par exemple à des agents qui sont confrontés à une double hiérarchie. Alors, par exemple, les ATSEM dans les écoles qui vont à la fois devoir répondre à l'éducation nationale et à la collectivité, mais on pense aussi à plein d'agents qui sont dans des situations avec des injonctions parfois paradoxales. D'un côté, celle de l'élu et de l'autre côté, celle de son manager direct. Les conflits éthiques qui sont très importants également hein, dans les. Alors, on peut par exemple citer dans les EHPAD le manque de moyens, le manque de temps, le manque de ressources qui va faire qu'on va devoir effectivement en tant que soignant faire effectivement des missions de manière très rapide et ça peut effectivement poser des conflits éthiques à l'agent. Les exigences émotionnelles qui sont très présentes dans la fonction publique, hein, vous devez effectivement maîtriser vos émotions, notamment dans toutes les situations d'accueil du public que vous pouvez rencontrer. Et puis également les violences externes qui sont très spécifiques et très présentes dans la fonction publique. Je reviendrai juste après. Et tout ça dans un contexte de manque d'espace d'arbitrage collectif, puisque aujourd'hui on ne parle plus du travail et que souvent, en fait, on doit arbitrer seul quand on est en conflit, quand on a un dilemme, en fonction de son expérience, on va dire, et de ses valeurs, et ça rend les choses aussi particulièrement difficiles. Voilà ce que je peux un petit peu dire sur le sujet. Après, Voilà. Mais ce qui est intéressant également, côté positif, c'est que l'attachement du service public reste forte, la motivation des agents reste forte et que c'est une entrée pertinente à utiliser pour améliorer les conditions de travail. Marie-Odile, je sais que tu y reviendras un petit peu plus loin. Voilà. Et puis j'ai remis une période 2010-2020 qui a vraiment permis de favoriser une prise de conscience et de poser des problèmes.
Je crois, avant de poursuivre, que tu voulais donner une spécificité d'ailleurs des toutes petites collectivités aussi sur les risques psychosociaux, Marie-Odile. Oui, très rapidement, ce qu'on observe sur le terrain, c'est vraiment pour les toutes petites collectivités, il y a cette surpolyvalence qui s'est développée. Donc la polyvalence en tant que telle, quand elle est choisie, c'est plutôt un facteur de ressources, motivation. Quand elle est subie, ça peut constituer un risque. D'accord, très bien, parfait. Petit détour par un point statistique. Donc là, vous avez deux tableaux qui sont issus de deux sources différentes. Le premier est issu d'un point DGAFP de février 2019 et le second est issu du rapport que j'appelle le rapport Lecoq, qui est la sénateur qui a fait un état des lieux de la prévention des risques en France côté secteur privé et côté public. Côté public, elle a fait un rapport en 2018 qui s'appelle Qualité de vie au travail dans la fonction publique, un devoir, une urgence, une chance. Sur le premier tableau, on voit bien que sur les 7 premiers facteurs, effectivement, colonne de gauche, la nécessité de travailler en urgence, le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité, la charge de travail, les tensions, que le ressenti en fait face à ces facteurs-là est beaucoup plus important quand on regarde l'ensemble de la fonction publique. Hein, on voit ici 54% par exemple contre 33% pour le privé. Et c'est valable pour l'ensemble de ces facteurs-là. Donc ça, c'est un premier élément quand même très important parce que la différence est quand même notable. Et sur le second, qui est issu du rapport Lecoq, on voit que le pourcentage d'agents victimes d'agressions verbales, donc on revient sur ces fameuses violences externes, il est 2 fois plus important pour la fonction publique que pour le secteur privé, donc c'est vraiment pas anecdotique comme différence. Et donc les statistiques nous montreraient que les agents de la fonction publique seraient finalement plus exposés aux risques psychosociaux que les salariés du privé. Je crois, Éric, que tu voulais également donner quelques précisions pour conclure un petit peu cette première introduction. Oui, tout à fait. Alors, juste une remarque, je prends légèrement le contre-pied, façon de parler. C'est juste pour rappeler aussi, attention, qu'en tant qu'employeur public, dans bien des cas, vous êtes aussi employeur de salariés de droit privé. C'est une évidence ce que je dis, mais c'est à rappeler parce que, bien entendu, l'obligation, là, on parle des spécificités fonction publique, je dirais plutôt spécificité du service public. Donc, n'oubliez pas vos salariés de droit privé. Je ne devrais pas dire ça en tant que représentant de la CNRACL, mais voilà, c'est une évidence. Il y a également autre chose aussi qui fait qu'il n'y a pas de véritable spécificité, c'est que finalement, quand on regarde la diversité des métiers qui sont exercés dans la fonction publique hospitalière et territoriale, on voit qu'il y a finalement très peu de secteurs réservés vraiment au secteur privé en fait. On pense, alors je pourrais citer des dizaines d'exemples, mais par exemple à tous ceux qui interviennent dans le milieu de la restauration, par exemple, les cantines scolaires, les réfectoires hospitaliers, etc. En matière d'entretien des bâtiments, les risques typiques, qui sont des risques très graves d'ailleurs avec les chutes de hauteur, ça concerne bien entendu aussi les agents publics. Et donc finalement, et pour les risques psychosociaux, il y a aucune catégorie, je dirais, professionnelle qui échappe, et on se retrouve sur des modèles assez proches du privé malgré tout dans bien des cas. Quelques spécificités quand même, et une sur laquelle qui a été mentionnée, sur laquelle je voudrais revenir juste un instant, et j'en terminerai par là, c'est le sens de l'engagement dans le service public. C'est une ressource qui est essentielle, on pourrait penser qu'elle va de soi en fait. En fait, elle est essentielle et elle est vraiment à cultiver en tant que ressource justement pour compenser des risques psychosociaux. Nous sommes actuellement en train de mener une grande étude sur le métier d'ATSEM, justement, qui a été mentionné. Et ce qui est curieux de voir sur ce métier, c'est que la reconnaissance du métier est globalement très bien notée sur les enquêtes statistiques là-dessus. Or, on pourrait être assez surpris puisqu'il y a quand même un facteur assez défavorable, c'est celui du salaire, qui clairement ne satisfait pas les ATSEM. Mais en fait, si la reconnaissance est très bien notée, c'est parce qu'elle mise tout finalement sur la reconnaissance des enfants en particulier. C'est bien le cœur de leur activité, le cœur de leur métier. Et on voit d'ailleurs en toute logique que quand là il y a un problème avec la reconnaissance des enfants, avec des enfants difficiles, etc.,
tout le reste de la motivation s'effondre très très vite. Donc voilà, c'est des facteurs à particulièrement choyer. C'est bien, merci beaucoup Eric. Deuxième volet de cette introduction, petit passage par les quelques idées reçues. Il y a une brochure INRS qui va nous servir d'ailleurs de fil rouge sur tout le reste de cette présentation, qui s'appelle Les risques psychosociaux, 9 conseils pour agir au quotidien. J'en profite pour signaler, je ne l'ai pas dit en introduction, que le support de la présentation aujourd'hui vous sera remis, vous sera envoyé à l'issue de la présentation, et que dans le support que vous recevrez, toutes les sources que je mentionne, que nous mentionnons, seront agrémentées de liens hypertextes, donc vous pourrez récupérer très facilement toutes les sources dont on parle. Voilà. Et donc cette brochure, à partir de cette brochure qui voilà, nous servira de fil rouge sur le reste de la présentation, SIGAP a fait une vidéo que je vous propose de visionner, et on se retrouve juste après. Voilà, donc cette petite vidéo intéressante qui me permettra de faire le lien avec le point sur l'impact de la crise sanitaire aussi au niveau des risques psychosociaux, puisqu'elle nous montre bien que quand le stress devient permanent, quand les problèmes ou les difficultés sont récurrentes, quand les conditions de travail sont dégradées ou et qu'on ne peut pas en parler, et ben, ça engendre des risques psychosociaux. Et c'est vraiment des phrases types qui doivent faire penser effectivement à ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Je vous affiche à l'écran un article de la directrice générale du CDG de Loire-Atlantique qui effectivement nous montre qu'au printemps 2020, il y a de nombreuses professions qui sont restées en activité. Ces professions, évidemment, ont
on pense à l'hospitalier, mais pas que. Il y a effectivement eu beaucoup d'agents dans les EHPAD, dans le milieu scolaire, etc., de la petite enfance, qui ont été également sursollicités avec cette notion de cette nécessité de tenir bon, et donc on retrouve le stress permanent dont je parlais à l'instant. Alors bien sûr, il y a une disparité des situations. Très importante à ce sujet-là pendant la crise sanitaire. Mais en tout cas, il y a effectivement, il y a eu des risques psychosociaux accrus pendant la crise sanitaire, notamment ce qui fait consensus sur toutes les enquêtes qui sont parues en 2020 et encore plus là depuis 2021, depuis quelques mois, on en a pas mal. C'est le risque de dépression doublé par rapport à 2019. En mai 2021, il y a une enquête de santé publique qui montre que 19% des actifs occupés déclarent un syndrome dépressif contre effectivement 10% il y a peu. Donc, ça veut dire qu'une personne sur 5 aujourd'hui a déclaré effectivement un syndrome dépressif. Donc ça, c'est vraiment des chiffres concordants et qui sont assez préoccupants. Et que cette crise, effectivement, a induit une intensification du travail, ça c'est aussi assez concordant, mais aussi, côté positif de la balance, un sentiment d'utilité accrue, un sentiment effectivement sur lequel on peut s'appuyer pour travailler cette question des risques psychosociaux. Je vous rappelle rapidement, pour ceux qui avaient participé au webinaire précédent sur justement la modification des organisations en 2020, on avait passé ce slide, Marie-Odile avait passé ce slide sur les différents risques qui peuvent être liés au travail à distance lors de situations exceptionnelles. Voilà, donc je ne vais pas l'étayer beaucoup, mais effectivement, en premier lieu, la perte du collectif avec toute la rupture de la dynamique de travail. Il y a un relationnel limité qui entraîne notamment un sentiment d'isolement, une intensification du travail parce que on travaille à distance, alors on a peur de donner l'impression de moins travailler. Alors la réaction, c'est de dire finalement on va travailler plus, donc on a cette intensification du travail. Un surcontrôle en tant que sentiment perçu, parce que les managers ont dû s'adapter et des fois se sont adaptés en appelant plus souvent ou voilà, ils ont cherché un petit peu leur marque, mais ça a pu donner l'impression de ressentir un contrôle plus prononcé en période de télétravail. Et puis, la perturbation, évidemment, de la conciliation des vies perso, vie pro. Alors, je ne reviens pas là-dessus parce que ça, c'est archi documenté. L'hyperconnexion, quand on a tous les outils à distance, c'est difficile, encore plus difficile qu'avant de se déconnecter. La perte de motivation, pardon, en lien avec l'isolement, notamment sensation de perte de qualité aussi dans le travail, et puis l'inadaptation du matériel, puisque risque un peu différent des autres, mais l'ergonomie chez nous n'était pas toujours très bonne, ce qui a pu effectivement engendrer aussi, ce qui risque aussi de poser des problèmes de TMS, et c'est un sujet aussi à prendre à part entière. Eric, je te repasse la parole. Je crois que tu voulais nous parler justement, toujours sur le sujet de la crise sanitaire, de l'action de l'hôpital de Mulhouse. Oui, tout à fait. Alors, c'est pourquoi avoir choisi cet exemple? C'est un exemple presque extrême, je dirais, mais qui illustre le fait que, quelle que soit l'ampleur de la montagne à gravir, on peut toujours réussir à arriver au sommet quelque part. C'est-à-dire que Mulhouse, comme vous vous en souvenez certainement, était au cœur du début de la pandémie en mars 2020. Donc l'hôpital s'est retrouvé évidemment face à une situation qui était explosive et dramatique tout à la fois. Et très rapidement, dès le mois de mars-avril, il y a eu une explosion de l'absentéisme chez les soignants, à la fois parce que certains étaient contaminés, mais aussi avec des syndromes d'épuisement, de burn-out, etc., qui se sont répandus presque comme une traînée de poudre. Donc très rapidement, face à cette situation un peu catastrophique, la direction de l'établissement, appuyée par les représentants du personnel, a pris le problème à bras-le-corps et a créé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de leur projet, mais juste une illustration qui est marquante, une équipe mobile, ressources et soutien, c'est-à-dire une équipe de soignants
composé à la fois de somaticiens type kiné, ostéopathe, etc., et aussi de professionnels de la psyché, si je puis dire, des psychologues, des psychiatres venus en renfort, qui sont allés au chevet de leurs collègues, si je puis dire, c'est-à-dire équipe mobile. Ils sont allés dans toutes les unités où il y avait des prises en charge Covid pour être au plus près de leurs collègues en train de s'épuiser et grosso modo les soutenir. Pour vous donner un ordre de grandeur, des résultats qui ont été obtenus, il y a eu 1 millier de consultations en 1 an, jusqu'à mars 2021. Donc c'est qu'il y avait un vrai besoin en face, création aussi d'un espace ressources où les soignants pouvaient aller souffler un petit moment, à nouveau voir ces mêmes professionnels, etc. Et l'effet, c'est que l'absentéisme a été réduit de 6% dès les 2 premiers mois de mise en place de cette équipe mobile. Donc une solution qui manifestement répondait à un vrai besoin et qui a été très efficace. Une question qui demeure malgré tout, qui se pose à Mulhouse et qui se posera, je pense, dans beaucoup de collectifs de travail, qui est en train de commencer à se poser, c'est la question des effets de l'impact durable en fait de la crise sanitaire sur les risques psychosociaux. Qu'est-ce que ça a modifié, en quoi ça a pu traumatiser certaines personnes, et ça méritera certainement dans les mois, dans les années à venir, des études un peu plus ciblées pour prendre en charge finalement ces agents publics qui se sont retrouvés avec des conséquences dramatiques, durables éventuellement sur leur santé mentale. Donc sujet à étudier et à suivre de près. Parfait. Merci Eric. On en terminera par ça pour cette présentation, introduction du contexte. Et sans attendre, je vais passer la parole à Marie-Odile sur la partie 3. Rebonjour à toutes et à tous. Je voulais juste signaler que vous étiez 772 à nous suivre, donc on vous remercie beaucoup pour votre participation et attention. Donc, dans cette partie 3, comme ce que disait Carole en introduction, on va parler de l'initiation d'une démarche, comment oser initier une démarche. Et pour cela, ce que je vous propose est, en introduction, un sondage. Donc, pour ce sondage, vont répondre que les établissements qui n'ont pas encore initié de démarche. Voilà, la question est, donc pour vous qui n'avez pas encore initié de démarche, quels sont les principaux freins? Vous avez 5 réponses possibles. Vous avez plusieurs possibilités de réponses. Vous pouvez répondre plusieurs fois, plusieurs réponses possibles entre c'est un sujet non prioritaire par rapport à d'autres. Il y a des craintes ou une méconnaissance autour de ce sujet, de la prévention des RPS. Un troisième réponse possible, un manque de méthodologie. On ne sait pas par où commencer, ça semble trop compliqué. En 4, une absence, une indisponibilité ou un manque de formation des acteurs internes de la prévention. Et puis enfin, on n'a pas lancé de démarche puisque chez nous, il n'y a pas de RPS. Donc, je vous laisse voter. On va attendre un petit peu. On a 40% de votants bientôt. Il y a des choses qui se dégagent déjà, mais on va attendre. Écoute, on va un petit peu, mais là, le nombre de votants n'augmente plus beaucoup, donc je pense que la plupart des gens. D'accord. Voilà. On a 60%. Mais effectivement, voilà, ça n'augmente plus très vite. Je te laisse voir. Ouais, je pense qu'on peut fermer. Ça te va, Marie-Odile? Alors, très bien, oui, on va découvrir les résultats ensemble. Alors, merci pour vos réponses. Je vais commencer par
Par le 7%, par la réponse la moins citée, il n'y a pas de RPS dans notre collectivité et établissement. Effectivement, hein, c'est très rare de ne pas avoir de RPS puisque les RPS sont consubstantiels aux situations de travail. Hein. Comme les conflits font partie des histoires d'amour, les RPS font partie quand même de l'environnement professionnel pour toutes les raisons qu'on a vues juste avant. Les craintes ou les méconnaissances ou la méconnaissance autour du sujet, là encore le score il est très faible. Ça souligne aussi le fait que maintenant c'est un sujet qui quand même est bien pris en main et bien identifié en tout cas au niveau des acteurs publics et puis au niveau du monde du travail en général. Surtout aussi peut-être du fait de la crise récente qui a accentué certains risques. Le sujet prioritaire, donc 18%. Donc c'est un score qui est faible aussi, mais quand même, voilà, effectivement, ça souligne aussi, enfin c'est clairement un sujet prioritaire, mais quand il est non prioritaire, ça souligne aussi peut-être l'ensemble des sujets que les collectivités ont à traiter, et qui souligne aussi justement ce qu'on disait sur la charge de travail accrue. Juste avant de passer aux 41%, l'absence, l'indisponibilité, le manque de formation des acteurs internes de prévention. Donc ça, effectivement, c'est un vrai sujet. C'est pas évident parfois d'avoir les ressources suffisantes. Une possibilité, une option possible dans ces situations-là, c'est de mutualiser les ressources de prévention par le biais d'une communauté de communes ou d'un centre de gestion. C'est un moyen de pallier peut-être au manque de ressources. Et puis donc à 41%, ce qui ressort vraiment de manière prioritaire, c'est le manque de méthodologie. On ne sait pas par où commencer. Ça tombe bien puisque on est là pour ça aujourd'hui. L'idée de ce webinaire, c'est d'apporter quelques idées, des repères, des outils simples et puis aussi des ressources documentaires pour que vous puissiez oser initier une démarche. Merci encore pour votre participation. Et je vais rentrer donc dans le vif du sujet sur l'action. La prévention des RPS, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Carole, c'est une question d'équilibre. Sur ce petit dessin, vous pouvez observer donc à gauche les facteurs de risque qui ont été identifiés tout à l'heure dans l'iceberg. À droite, les facteurs de protection, ce qui fait me sentir bien, ce qui me motive au travail. Et on en parlait aussi avec la reconnaissance avec Éric Gilleron. La petite pierre du bas, elle est importante. On l'appelle dans notre jargon le facteur de régulation. C'est ce qui permet de maintenir l'équilibre. C'est tout ce qui est mis en œuvre. Donc, c'est toutes les actions en fait qui vont permettre à chacun d'avoir un nombre de risques et de ressources à peu près équivalent, de ne pas être déséquilibré. C'est par exemple l'équipe mobile de l'hôpital de Mulhouse. C'est pour un agent technique une formation à un nouvel outil. C'est un point auprès d'un agent qui vient d'intégrer une structure et de lui demander comment ça va, comment ça se passe. Voilà, c'est tout ce qui permet aussi de développer ces ressources et puis de maintenir cet équilibre. Donc, c'était un petit préambule. Ensuite, voilà, de manière très simple, pour initier une démarche, 3 temps. Vous pouvez peut-être vous situer en fait dans ces 3 temps, dans vos collectivités, vos établissements. Le temps 1, c'est bien sûr connaître, et on l'a souligné tout à l'heure, c'est quand même c'est moins un sujet aujourd'hui, mais ça reste quand même très important de se créer un langage commun autour des risques psychosociaux, de bien identifier ce qu'ils ne sont pas. C'est parfois aussi un sujet qui est un peu mis à toutes les sauces. Hein. On peut même dire de quelqu'un qu'il est un RPS, donc ça, c'est pas très gentil. Et puis, c'est surtout, ça souligne le fait que les RPS, c'est vraiment quelque chose lié à l'organisation du travail, à ses conditions d'exercice, aux relations, et pas quelque chose qui serait lié à une personne en particulier ou à une personnalité. Donc, on dédramatise, on dépsychologise le sujet. Ça, c'est vraiment important. C'est un sujet qui concerne tout le monde, puisque c'est un sujet qui concerne le travail avant tout. Donc ça, c'est le premier point. Pour le deuxième, comprendre.
comprendre, c'est une phrase qui dit qu'on ne peut combattre que ce qu'on connaît bien. C'est déjà connaître quels sont sur le terrain, par rapport aux différents métiers, les facteurs de risque et les facteurs de protection. Éric Gilleron soulignait tout à fait justement tout à l'heure que dans le service public, les métiers sont très très variés, les conditions d'exercice sont extrêmement diverses aussi, et qu'il n'y a qu'en allant sur le terrain qu'on va pouvoir identifier ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré. Pour ça, je vous détaillerai un exemple tout à l'heure. On fait ce qu'on appelle les diagnostics des risques psychosociaux. Il y a énormément d'outils qui existent, notamment qui ont été développés par l'ANACT, des outils parfois ludiques. Vous pouvez prendre des photos des risques et des facteurs de protection, ou il y a des jeux en fait qui existent. Mais l'idée, c'est vraiment de interroger les agents sur le terrain, individuellement ou en collectif, pour qu'ils puissent s'exprimer. Et s'exprimer aussi, bien sûr, sur les propositions d'action. En 3, agir, améliorer ce qui peut être et maintenir ce qui fonctionne bien. C'est vrai que bien souvent aussi, il n'est pas besoin de réinventer la poudre. Bien souvent, en identifiant ce qui fonctionne bien dans un service, on peut essayer aussi de le transférer à un autre, puisque des bonnes pratiques peuvent être transférables. Le point essentiel, c'est la priorisation des sujets, être sur des sujets sur lesquels vous avez la main, commencer par un périmètre défini. C'est aussi une des raisons qui font que parfois les démarches s'essoufflent, puisque les ambitions sont trop grandes ou les sujets sont trop transverses et ne concernent pas forcément directement les agents sur leur poste de travail. Donc voilà, la priorisation des sujets, c'est aussi un point essentiel. Et puis l'expérimentation. Essayer, se tromper et recommencer. Bon, c'est vrai que dans notre culture, se tromper, c'est pas encore bien facile d'oser se tromper, mais bon, c'est efficace en tout cas. Cette méthode d'expérimentation est la meilleure, à notre avis. Alors, rapidement, un exemple de mini-diagnostic que l'on avait réalisé auprès d'un centre hospitalier de 300 agents. Les agents étaient réunis en groupe de travail par métier ou par secteur, et l'idée c'était de les interroger sur leur niveau de satisfaction par rapport à 10 facteurs. 10 facteurs liés aux relations de travail, au contenu du travail, à la charge, etc., à l'aide d'un outil qui s'appelle Plickers. C'est une application gratuite en fait qui permet d'anonymiser les réponses. Chaque personne, comme vous voyez à l'écran, a un carton réponse avec 4 possibilités de réponse, A, B, C, D, qui correspondent à une réponse à différentes questions liées aux facteurs. L'animateur prend une photo, scanne en fait les réponses, et on a la réponse en simultané de tout le monde sans savoir qui a dit quoi. Donc ça, c'est une méthode, c'est un exemple, il en existe d'autres, mais c'est intéressant pour maintenir la confidentialité. Donc ça, c'est pour la partie diagnostic. Ensuite, au niveau des résultats, ce qu'on a, c'est quelque chose de très simple qu'on retrouve en fait c'est des graphiques sur les différents services, mais c'est aussi de manière globale quelles sont les ressources, là en l'occurrence l'autonomie, le sens, l'intérêt du travail, les relations avec les collègues, l'ambiance de travail et les contraintes à droite. Et puis juste en bas, voilà, vous avez un extrait visuel de réponses possibles. Encore une fois, c'est un exemple. On peut tout à fait avoir une grille de 5-6 questions et ça peut durer très peu de temps aussi. Ça, c'est un outil, mais l'échange, le diagnostic peut être fait de manière très simple aussi. Et enfin, donc, on va terminer sur les actions au quotidien. Je vais vous donner quelques exemples d'actions qui ont bien fonctionné. Alors, pour cela, comme le soulignait Carole, c'est vrai que nous, on aime beaucoup cette brochure de l'INRS, les 9 conseils pour agir au quotidien, puisque c'est simple et en même temps, c'est exhaustif, complet. Donc, on va faire le focus sur 5 conseils en particulier. Le premier, il ne vous étonnera pas puisqu'il concerne la charge de travail. La difficulté pour les agents, et de plus en plus, c'est bien souvent
une charge de travail qui augmente et ou une impossibilité de faire son travail correctement, le nombre d'interruptions dans la tâche qui augmente, les priorités finalement, où sont-elles? Voilà, le travail devient très complexe et vraiment lourd. Donc, un des principes de base, on va dire, c'est avant tout pour évaluer la charge de travail. Encore une fois, on ne peut combattre que ce qu'on connaît bien. C'est de faire le distinguo entre, alors là, on a 3 dimensions, mais surtout 2 dimensions très importantes, la charge prescrite et la charge réelle. La charge prescrite, c'est ce qu'il y a dans votre fiche de poste, c'est ce que vous devez faire. La charge réelle, voilà, vous l'aurez deviné, c'est ce que vous faites dans la réalité à la fin d'une journée. Donc, c'est le nombre de collègues qui sont venus vous demander de l'aide, c'est un patient supplémentaire, c'est un reporting à rendre pour le soir qu'il y ait une réunion avec la communauté de communes. Voilà, c'est tout l'imprévu, mais que vous faites quand même. Et ça, c'est plus difficilement quantifiable. Donc, c'est vraiment important de faire le point, de bien distinguer ces 2 notions de charge prescrite et charge réelle. Il ne s'agit pas d'éliminer la charge réelle puisque c'est impossible. Et puis, c'est aussi pour les agents l'occasion aussi de mettre en œuvre de la créativité, de l'innovation. Simplement, si par exemple, c'est une action, s'il y a une action qui est menée sur la charge de travail et c'est un sujet pour un semestre, voilà, on va lancer une étude, entre guillemets, sur la charge de travail. C'est vraiment distinguons les 2, prescrit et réel. Ça, c'est donc le premier point. Alors, 3e point, soutenez vos collaborateurs. C'est une période qu'on vient de vivre et qui n'est pas terminée, placée sous le signe de la contrainte et placée aussi sous le signe des difficultés à se ressourcer. Si on reprend le schéma, balance, risque, protection, les protections ont été moindres, hein, puisque voilà, moins de contacts, moins de possibilités d'échanger, de se ressourcer aussi avec les autres. Donc, les conseils très simples, mais que vous devez aussi, je pense déjà bien connaître en fait et effectuer au quotidien, c'est s'observer les uns les autres et repérer les changements d'attitude. Donc, voilà, vous avez cette attitude possible dans des situations difficiles, donc la perte d'énergie, l'isolement, qui se traduit par plusieurs comportements possibles, hein, le stress, l'anxiété, la dépression. La facticité émotionnelle, c'est faire semblant d'être de bonne humeur. Donc ça, c'est vrai que dans les visios, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Tout va bien. Je ne vais pas commencer à parler de ce qui ne va pas, parce que sinon, ben voilà, soit il y en aura pour des plombes, ou soit ça va intéresser personne. Donc ça, c'est un point aussi à observer. La démotivation, le trop-plein, de tout faire trop, de répondre à un mail dans la minute. Je vous décourage pas de le faire non plus, mais voilà, c'est être dans le trop. Et puis enfin, la fatigue pandémique, hein, liée à l'absence de contrôle sur la situation. On sait que ça, c'est une grande source de stress de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Et c'est aussi pour ça, si je peux me permettre ce lien, qu'il est essentiel d'interroger les agents et vraiment de les laisser s'exprimer pour qu'ils aient un maximum de contrôle sur leur réalité de travail. Alors, point 4, point 5, témoigner de la reconnaissance et donner du sens au travail. J'ai volontairement traité en fait les 2 ensemble parce qu'ils sont fortement liés. Le sens au travail, on en a parlé avant aussi avec Eric, c'est répondre à la question pourquoi ou pour qui je me lève le matin. Donc, si on reprend l'exemple des ATSEM, les enfants, un jour où je suis pas très en forme le matin, et ben, je vais me lever parce que je sais que je vais avoir ce contact-là avec les enfants et que ça va me ressourcer. Voilà, c'est une question que chacun peut se poser à titre individuel. Pourquoi je me lève le matin, même si ce n'est pas des matins plus difficiles que les autres. La reconnaissance, ça peut passer par des actions aussi très simples, hein, je pensais dans une collectivité, des agents qui étaient excentrés, agents de collecte, écoles, voilà, se plaignaient en fait de n'être assez peu visités par la hiérarchie, et ça c'est quelque chose de simple à mettre en place. C'est une visite plus régulière aussi, ça participe de la reconnaissance et du sens au travail.
un petit exemple qui me vient en tête. Vous pouvez observer tout en bas l'allégorie du tailleur de pierre. Donc, je vais pas vous raconter l'allégorie pendant une demi-heure. Je pense que beaucoup la connaissent rapidement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est 3 tailleurs de pierre qui sont en train de façonner une pierre avec les mêmes outils, la même méthode de travail. Le premier, quand on va l'interroger, il répond que, quand on lui demande ce qu'il fait, il répond que c'est évident, il est en train de tailler une pierre. Puis, si on s'approche du second et qu'on lui demande ce qu'il est en train de faire, il travaille de manière un peu plus méthodique. Il me dit, moi, je taille une pierre pour construire un mur. Et puis, quand on s'approche du troisième, qui a un air radieux sur le visage, en train de tailler sa pierre avec pourtant les mêmes outils et la même méthode, il s'en occupe un petit peu comme d'un diamant de sa pierre. Il répond, je suis en train de construire une cathédrale. Donc voilà, c'est une illustration, du sens que l'on peut donner à son activité. Quelques exemples issus donc de nos différentes missions. La présentation des métiers dans le bulletin municipal, la présentation des métiers des agents, ça c'est quelque chose qui est parfois réalisé et qui fonctionne bien en termes de reconnaissance et sens au travail. Prendre un temps de travail, ça c'était quelque chose qu'on avait fait avec des encadrants, un temps de travail sur quelles sont les valeurs du service public pour moi et les valeurs partagées au sein de la collectivité. Ça permet aussi de recréer le lien, recréer du collectif, recueillir le niveau de satisfaction des usagers par le biais d'un sondage auprès des usagers. Ça permet d'avoir une reconnaissance aussi de l'extérieur du travail. Et les agents avaient été très surpris du niveau de satisfaction des usagers. Un autre exemple, les stand-up meetings. Donc ça a été proposé au CHU de Rouen-Normandie. Carole, est-ce que tu peux en parler? Oui, je vais en dire un mot très brièvement parce que c'est vrai que je fais un petit point de timing. Je pense qu'on aura peut-être une dizaine de minutes de retard, donc je vais juste pour vous prévenir, on va essayer quand même d'aller assez vite. Et celui-là, je le mentionne parce qu'il est dans le rapport le code dont je parlais tout à l'heure. Donc vous retrouverez dans ce rapport un certain nombre de retours d'expérience très bien documentés sur ce qui a pu être expérimenté et également même sur ce que ça a pu donner, puisque derrière, il y a eu des évaluations de satisfaction. Donc, les stand-up meetings, c'est simplement des réunions 15 à 20 minutes debout, hebdomadaires, autour d'un tableau blanc qui est déjà rubriqué, donc avec 5 rubriques prédéfinies. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler du travail et de manière simple et efficace. On a toujours peur quand on commence à parler du travail que ça part dans tous les sens et que ce soit trop long. Et là, effectivement, on a des rubriques prédéfinies, on est debout, ça dure 15 à 20 minutes, c'est récurrent. Donc, c'est quelque chose qui permet de gagner en efficacité, d'échanger, de coopérer à partir de 5 rubriques. Et le sentiment d'avoir suffisamment de temps pour faire son travail est passé avant l'action. Il avait été évalué à 4 sur 10, il est passé à 7,75 sur 10 après l'action. Donc voilà, il y a dans ce rapport Lecoq un certain nombre de retours d'expérience comme ça intéressants dont vous pourrez effectivement vous saisir si vous voulez en savoir plus. Je te repasse la parole là sur la suite. Merci Carole. Je vois le timing effectivement rapidement sur cette dernière partie puisque vous aurez également le support. Agir face aux agressions externes, on l'a choisi aussi puisque c'est un risque qui est en forte augmentation. Donc, plusieurs possibilités d'action à différents niveaux. La première, la politique d'établissement et l'affichage dans les structures des risques encourus en cas d'agression, en cas de violence. Également, analyser ce qui crée du mécontentement, délai trop long ou environnement pas adapté. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Analyser à la source, en fait, ce qui crée le mécontentement. Définir aussi des plannings qui permettent d'avoir une présence suffisante en cas de tension ou d'agression, surtout aux horaires de fermeture d'ouverture. Ensuite, former les agents, ça c'est une action qui est très plébiscitée dans les plans d'action et qui fonctionne bien. Pas seule, mais qui fonctionne bien aussi, avec d'autres actions. Mettre en place des procédures et des moyens d'alerte en cas d'agression, des numéros d'urgence, des boutons d'urgence pour aussi rassurer les agents.
Également, donc face aux agressions externes, aménagement des espaces d'accueil, encore une fois pour faire baisser le niveau d'agressivité par un éclairage spécifique, un environnement qui soit agréable. Et puis enfin, permettre les échanges, les débriefings suite à des situations de tension ou des agressions. Voilà ce que je peux vous dire, quelques actions. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire un focus sur quelques actions possibles. Eric détaillera les pièges à éviter. Il va détailler tout à l'heure les pièges à éviter quand on se lance en fait dans une démarche de ce type, dans une démarche de prévention des RPS. Merci. Merci. Enfin, je voulais pas te presser, hein, c'était juste pour prévenir. Bon, on a commencé avec 3 minutes de retard, on terminera avec quelques minutes de retard, mais on est quand même bien dans les temps. Merci beaucoup, Marie-Odile. Donc, on arrive au terme de cette troisième partie et on va passer sur le dernier volet. On devrait vous garder encore une dizaine de minutes avec nous. Sur les ressources et l'accompagnement. Donc, sur les ressources, le redis, là, je vais vous passer en revue quelques points. Tout est effectivement cliquable et donc vous pourrez retrouver tout ça dans le support qui vous sera envoyé. Donc, bien évidemment, la première ressource, c'est l'espace droit de prévention, sur lesquels vous retrouverez un certain nombre de fiches sur les risques psychosociaux qui vous donneront les notions de régime juridique général, le cadre réglementaire, etc. Une deuxième ressource que je n'ai pas citée, que j'ai utilisée également pour la préparation de ce webinaire, qui est vraiment très, très intéressante, c'est le site Santé Travail Fonction publique, avec un onglet particulier sur les risques psychosociaux, qui, vous le voyez à l'écran, vous allez avoir 4 parties, comprendre. Donc là, on retrouve les risques psychosociaux, de quoi on parle, le cadre réglementaire, etc. Agir. Comment effectivement, par quelles étapes on peut passer pour agir, donc qui reprend vraiment un petit peu le fil conducteur de ce qu'on s'est dit ici. Convaincre, là vous retrouverez des retours d'expérience, des témoignages, toujours très intéressants, et puis les 17 difficultés à éviter. Voilà, donc le site Santé, Travail, Fonction publique et le site Espace Droit de Prévention, c'est 2 sources qui sont largement suffisantes pour travailler à initier une démarche dans votre établissement. Et puis ensuite, je vais laisser la parole à Eric qui va nous parler de l'accompagnement que peut faire la CNRACL sur ce sujet et puis du e-paper RPS CNRACL. Et je te laisse la parole et je la reprendrai pour une rapide conclusion. Merci Carole. Alors, je dois avoir un mauvais karma parce que c'est à cause de moi que vous allez rater l'heure du déjeuner, donc je suis désolé, je vais essayer de faire vite. Hein. Je reviens juste un instant sur le sondage qui a été fait tout à l'heure. Il y a 41% des répondants qui ont dit qu'il y avait un manque de méthodologie. Grosso modo, on ne sait pas par où commencer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les informations que vous trouverez sur notre site internet et je vous invite vraiment à aller sur ce site et à nous contacter aussi. Vous aurez nos coordonnées pour nous contacter en direct par téléphone ou par mail. Mais je voudrais faire un focus quand même sur l'accompagnement et c'est quoi construire un projet en prévention des risques professionnels et notamment sur les risques psychosociaux avec quelques choses trappes et quelques conseils qu'on peut se permettre de donner. Alors d'abord sur l'expertise du FNP sur le sujet, je parle d'où grosso modo, c'est un sujet qu'on a pris à bras le corps il y a déjà pas mal d'années. En 2013, il y avait eu un colloque qui avait été organisé par le FNP sur le sujet. 2014, il y a eu un appel à projet qui a été lancé avec plusieurs grosses collectivités sur le sujet. Bref, on a des retours d'expérience et aujourd'hui, en fait, dans le volume des dossiers, des demandes qu'on reçoit, les RPS occupent encore une place de choix parce que c'est un sujet qui préoccupe tous les employeurs. Alors, sur la conduite de projet, au-delà de nos attentes, nous, au sein du Fonds national de prévention, qu'est-ce que on cherche à vous guider, en fait, un peu sur la construction de ces projets. Donc, voilà quelques conseils, si je puis me permettre. Sur la construction d'abord du projet. Sur la construction du projet, les choses trappes à éviter, deux écueils majeurs à éviter. Un portage de projet fragile tout d'abord. Portage de projet fragile, ça veut dire quoi? C'est déjà un projet qui s'arrête au stade du diagnostic. Ça aujourd'hui, nous, on ne l'accepte plus, si je puis dire, et vous comprenez bien que ça n'a pas de sens. Quand on va pas chez le médecin juste pour qu'il pose un diagnostic, on attend aussi qu'il donne une thérapeutique derrière. Et finalement s'arrêter à la phase de diagnostic, être tout content en disant ça y est, j'ai intégré tout ça au DU, ça produit un effet pire que la situation initiale parce que ça a créé une attente chez les agents qui n'est pas satisfaite, il n'y a rien en retour.
Dans les autres freins également de réussite, vous avez la personnalisation excessive par le porteur de projet du projet. J'ai vu des situations où le porteur du projet RPS, en fait, c'est quelqu'un qui, bah voilà, l'assistant de prévention, qui se retrouve avec une lettre de mission, et puis sa direction lui dit, tiens, ben voilà, tu vas t'occuper du projet RPS. Il se retrouve tout seul là-dessus, et ironie du sort, il m'est arrivé de voir des porteurs de projet eux-mêmes partir en arrêt maladie pour burn-out. Donc, vous voyez que c'est évidemment la dimension collective, je vais revenir dessus, est indispensable pour mener correctement ce genre de démarche. À propos de la dimension collective, un risque aussi que vous verrez apparaître, c'est le désengagement progressif de certains acteurs aussi, qui étaient là initialement, qui se sont engagés pour le diagnostic et puis après sont moins présents. Une demande, autre facteur aussi à la construction du projet qui peut être un écueil à éviter, c'est une demande initiale mal définie. Et grosso modo, excusez-moi le raccourci, mais si je ne sais pas très bien ce que je veux, le premier vendeur de soupe qui passe à proximité et qui entend ma question va m'apporter une réponse toute faite. Il y a d'excellents consultants privés, et bien entendu, je ne dis pas le contraire, mais attention, c'est vous, employeur public, qui êtes aux manettes, qui êtes aux commandes. C'est à vous de définir votre demande, et plus vous aurez affiné votre demande, et plus vous serez à même de choisir correctement un prestataire qui peut vous accompagner pour le diagnostic, et pourquoi pas pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action ensuite. Voilà, donc passons sur le positif, quelques atouts à cultiver. Évidemment, votre projet n'a de chance je dirais, de fonctionner correctement que si vous le pensez en amont de façon collective et inclusive. Ça veut dire donc que vous avez, alors il y a des petites nuances selon la fonction qu'on est dans la fonction publique hospitalière ou territoriale, mais la participation des élus, la participation des représentants de la direction. Et quand je dis participation, c'est un engagement de la direction, pas c'est une simple participation formelle. Participation aussi des instances représentatives du personnel, le CHSCT entre autres, en tête, mais également le comité technique ou comité technique d'établissement, les acteurs de la prévention, les acteurs de la médecine du travail, qu'ils soient en interne ou finalement que ce soit une prestation externe, mais ils sont à mobiliser bien sûr là-dessus. Et enfin, les agents de terrain eux-mêmes. C'est pas aberrant, loin de là, et on l'encourage de mettre dans un comité de pilotage des gens qui sont finalement les futurs principaux bénéficiaires de la démarche. Autre aspect aussi, il faut une définition partagée du projet. Alors, définition partagée du projet, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, il y avait une diapositive qui a été présentée par Marie-Odile qui était très intéressante en disant, grosso modo, il faut commencer par connaître, puis comprendre avant d'analyser, avant d'agir finalement. Donc, évidemment, il faut se mettre d'accord sur ce dont on parle. Les risques psychosociaux, c'est pas le mal-être de chacun, c'est pas un étalage, une litanie des bobos et des frustrations des uns des autres. C'est évidemment, il faut que ça s'appuie sur une méthode partagée. Il faut dépsychologiser, comme ça a été dit tout à l'heure, dédramatiser. Donc il faut avoir des grilles de lecture assez objectives et définies collectivement. Je ne vais pas revenir sur les sources d'information, etc. Effectivement, les documentations INRS ou toutes les ressources que vous trouvez sur notre site indiquent un peu comment mener un diagnostic de façon précise. Et puis, j'en terminerai par là sur la construction du projet. Une chose aussi, c'est aller sur du très concret. Ça a été dit aussi tout à l'heure de prioriser les objectifs et avoir, je dirais, des objectifs opérationnels très précis. Si vous nous saisissez et que votre projet, c'est réduire les risques psychosociaux dans ma collectivité, mon établissement de santé, je dirais, ça veut dire quoi? Voilà. Et si je vous dis ça veut dire quoi, je vous renvoie la question, vous serez incapable de répondre. Donc ça veut dire que débarrassez-vous presque, je dirais, de cette appellation, de cet objectif de réduire les risques psychosociaux et passez dans le très concret. On va voir après dans la vie du projet ce que ça veut dire. Donc sur la partie conduite du projet, et j'en terminerai par là, il est 12h05, allez, je vais essayer de tenir les 10 minutes promises. Sur la partie conduite du projet, quelques remarques là-dessus. Alors, une approche standardisée du projet.
ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est notamment s'il y a un prestataire qui intervient auprès de vous, ou si vous cherchez des ressources sur Internet, etc., et que vous souhaitez vous-même mener le projet, attention au travers qui consiste à vouloir plaquer les bonnes solutions du voisin. Les bonnes solutions du voisin ne sont jamais celles qui seront correctes chez vous. Donc on est certainement pas dans du prêt-à-porter, on est dans du sur-mesure systématique. Vous devez prendre les mesures de la mesure, sans vouloir pour poursuivre la comparaison, vous devez prendre la mesure de votre collectif de travail, de ses éléments de mal-être, de ses ressources, etc. Et ce n'est qu'en fonction du terrain que vous pourrez trouver des réponses adaptées. Attention aussi, si vous avez un spécialiste, qu'il soit en interne ou externe, peu importe, que sa formation initiale, je dirais, et sa discipline de prédilection ne viennent pas parasiter le projet. Vous n'aurez pas les mêmes diagnostics et les mêmes propositions d'action selon que vous faites appel à un ergonome, à un sociologue du travail, à un psychologue du travail, etc. Donc voilà, il faut veiller à ça aussi et garder encore une fois la commande sur ce que vous souhaitez mener à bien. Autre travers aussi en conduite de projet que l'on voit malheureusement assez souvent, c'est des projets qui soient déconnectés de la réalité d'exercice du travail. Alors, ça, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est attention, tout ce qui est diagnostic, etc., ne se fait pas à partir des fiches de poste et de données macro, etc. C'est évidemment en allant sur le terrain, en observant les gens dans le travail, en les écoutant s'exprimer sur leur travail ou en les questionnant par questionnaire que l'on sait exactement ce qu'ils font. Autre point aussi, c'est une communication trop formelle. La tentation quand on est sur ce genre de sujet ou sur n'importe quel projet d'ailleurs en prévention des risques professionnels, c'est de vouloir occuper le terrain en faisant de la surcommunication. Alors on va faire des mails d'infos réguliers, on va faire des manifestations sympas avec des grands tableaux et des grands camemberts pour dire bah regardez on a fait un diagnostic, etc. Voilà. Il ne faut pas que ce genre de communication sporadique vienne en fait noyer le message et surtout qu'au bout d'un moment, il risque d'écœurer les agents sur le terrain qui vont se dire bon d'accord et concrètement ça change quoi mes conditions de travail. Donc une communication vraiment fine à doser. Et enfin, sur les écueils à éviter, évidemment, c'est qu'il y a une absence de suivi d'évaluation, mais là je reviendrai vraiment sur le pendant à la fin, sur la pérennité. Alors, quels sont les atouts du coup à cultiver en conduite de projet, quand vous êtes en cours de projet, comment agir? Alors évidemment, ça a été dit tout à l'heure, mais je reviens là-dessus, c'est essentiel, hein, il faut une approche pragmatique, par étapes, avec des objectifs opérationnels, une logique de sous-projet s'il faut. Alors, je vais vous citer un petit exemple tout simple. C'est quoi un sous-projet? J'ai en tête une démarche qui a été menée dans une collectivité de l'Est de la France, où il y a, au cours du sondage des questionnaires risques psychosociaux, un agent technique qui disait que bah, lui, voilà, la psychologie, etc., c'était pas trop son truc, mais ce qu'il voyait, c'est qu'il avait des outils pas adaptés. Il avait une tondeuse autoportée, certes, mais sans toit. Et donc, quand il devait tondre le stade de foot, etc., bah, il était soumis aux intempéries. Et bref, ce qu'il a manifesté finalement à travers ça, c'est que il voulait qu'on lui témoigne de la reconnaissance, tout simplement. Avoir des outils adaptés pour faire correctement sa mission, le faire dans des bonnes conditions, et y compris physiques, d'ailleurs, dans l'environnement physique sûr, c'était tout simplement reconnaître son métier. Donc là, concrètement, ben, l'action qui a été logiquement mise en face, vous voyez, c'est pas du soutien psychologique, des choses très, très élaborées, c'est ben, ok, on va écouter l'agent technique de la voirie et de l'entretien d'espaces verts, on va mettre une ligne d'investissement pour lui offrir du matériel adapté pour qu'il fasse correctement son travail. Donc, vous voyez, c'est ça, cette logique finalement d'action très concrète. On est dans le pratique, hein, on n'est pas dans la prise en charge freudienne allongée sur un canapé, on est dans le très, très, très pratique. Voilà. Attention toutefois aux faux amis. Des fois, les réponses immédiates peuvent satisfaire, mais ne sont pas suffisantes. Donc, on vous demandera systématiquement et on vous invite à remonter la source des questionnements pour remonter jusqu'à de la prévention primaire. Prévention primaire, c'est-à-dire est-ce que je peux éliminer les causes ou réduire les effets du risque auquel est exposé mon agent? Le plus simple face à un risque, c'est hop, je fournis un équipement de protection individuelle, par exemple.
je sais pas, un agent qui est soumis à des violences des usagers, ok, ben, je vais lui mettre un bip, comme ça il pourra nous appeler s'il y a un problème. Après, je vais l'envoyer en formation sur la gestion des situations difficiles. Eh ben, finalement, peut-être que ça suffira pas non plus. Parce que l'agent, bah oui, il est allé en formation, mais il n'a pas forcément tout assimilé, ça revient. Et nous, on a vu des agents partir 3-4 fois en formation parce que, disent-ils, au moins, on peut dire ce que l'on vit au quotidien dans le milieu de travail. Mais en fait, ça veut dire que chez eux, dans leur collectif de travail, rien n'a changé. Donc, vous voyez, il faut remonter en prévention primaire sur l'organisation de travail pour trouver des solutions pérennes. Bon, je vais terminer plus rapidement. Rappeler qu'évidemment, la concertation en cours de projet doit être identique à ce qu'elle était à l'énergie et à la motivation au lancement du projet, c'est-à-dire garder inclus dans la boucle les représentants du personnel, garder inclus dans la boucle des élus, la direction, etc. Et de ne pas laisser s'étioler le comité de pilotage pour qu'il n'y ait plus en fin de compte qu'un porteur de projet isolé. Et enfin, dernier point, et j'en terminerai par là, assurer la pérennité de la démarche dès l'élaboration. Ça veut dire ça que, évidemment, vous avez bien compris, une démarche RPS, c'est pas une démarche où il y a un coup qui est tiré, puis ça y est, j'ai fini mon projet. On n'est pas là pour cocher des cases dans un tableau Excel en disant c'est bon, j'ai fait telle action, c'est fini. Évidemment, ça n'a de sens, cette démarche, que si on l'envisage sur le long terme, qu'on institue sur le long terme, par exemple le comité de pilotage, qui après avoir été un comité de pilotage RPS, devient un comité de pilotage qualité de vie au travail et qui maintient la dynamique qui a été créée lors du projet à l'intérieur du collectif de travail. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait souffrir et que votre taux de glycémie vous permet encore de nous écouter. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Eric. C'était très intéressant, très pragmatique. Je te remercie. Je vous assure de finir avant midi, car il me reste juste 2 choses à vous indiquer. Conclusion. Cette conclusion, pourquoi des accords Toltec aux accords INRS? Parce que les accords Toltec, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place, qui a été très connu ces dernières années. Voilà, certainement beaucoup d'entre vous connaissent, que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions, fais toujours de ton mieux, etc. Et je trouvais que les 9 principes donnés par l'INRS pouvaient faire office d'accord dans le sens de quelque chose qui doit vous accompagner, vous guider au quotidien finalement, quand vous voulez vous lancer dans une démarche de risques psychosociaux. Et la dernière chose qu'il est important de mentionner avant de vous laisser aller déjeuner, c'est de vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui, de vous rappeler qu'il y aura un second volet sur le risque psychosociaux, pour les gens qui ont déjà initié une démarche, donc la suite en fait de ce webinaire-là, qui sera certainement sur fin novembre. Voilà. Et au nom de Marie-Odile et de Eric Gilleron et de moi-même, j'espère que ce webinaire aura répondu à vos attentes et nous vous remercions de nous avoir suivis aussi nombreux. Et je rends l'antenne à 12h14. Au revoir. Merci, bon appétit tout le monde. Au revoir, merci. Et au plaisir de se retrouver. Au revoir. Au revoir.